Bien, monsieur le délégué interministériel à la sécurité et à la circulation routière, monsieur le préfet Jean-Luc Nevache, monsieur le président de la Massif qui nous accueille ce matin, monsieur le président du CEREM, Éric Monasselli, mesdames et messieurs, d'abord, je veux vous dire que je suis évidemment extrêmement heureuse de clore les travaux de cette conférence automobile et handicap organisée par le Centre de ressources et d'innovation mobilité et handicap, le CEREM, avec l'APF, cher président Jean-Marie Barbier, avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin et la Massif Egalis. C'est une journée d'échange qui a été organisée, un temps de dialogue. Je sais, j'imagine, la petite part que j'ai eu la chance d'entendre montre à quel point ces échanges ont pu être enrichissants. D'abord grâce aux témoignages que ce temps a permis de recueillir, au premier rang desquels, évidemment, le témoignage de Jean-Marie Barbier, le président de l'APF, dont les actions, dont les travaux sont reconnus jusque dans son partenariat avec le CEREM. Enrichissante aussi, cette journée, elle a été ce temps l'a été par les présentations qui ont été faites par les nombreux experts, par les médecins qui sont réunis aujourd'hui, qu'ils se soient exprimés au nom du CEREM, de la délégation interministérielle à la sécurité et à la circulation routière, de la Fondation Sainte-Marie, de la CRAMIF ou encore du réseau Comet France. Je le vois aujourd'hui, vous avez sans nul doute pu le constater au cours de cette matinée, la question de l'automobilité, comme se plaît à le dire Philippe Streff, qui est parmi nous et que je salue évidemment amicalement, s'est fédéré de nombreuses ressources et de nombreuses énergies. La création du CEREM, c'était en décembre 2007, sur une intuition extrêmement brillante de Philippe de Normandie, comme il en a souvent, a permis d'améliorer considérablement ce que beaucoup décrivaient comme ce parcours du combattant pour accéder à l'automobile, qu'il s'agisse de l'obtention du permis de conduire, aménagé, grâce à un réseau d'auto-écoles spécialisées que le CEREM recense, ou bien d'aménagement des postes de conduite des véhicules. Ainsi, la formation conduite et handicap qui permet de connaître les démarches administratives, qui permet de connaître la législation, qui permet de connaître les homologations, les différentes adaptations de véhicules, est reconnue pour sa qualité et je tiens évidemment à saluer son succès. De même, avec le concours actif du délégué interministériel à la sécurité et à la circulation routière, un dépliant d'informations très bien fait a pu être largement diffusé en 2010 et c'est évidemment un élément extrêmement important pour que ces idées soient le plus largement répandues, tant il est vrai que notre société reste encore très, très en deçà et très ignorante, très rétractée sur ces questions. L'exemple qui était pris d'ailleurs des idées reçues par une opinion publique assez peu préparée à ces sujets le montre. Je ne vais pas me livrer plus avant à l'énumération des nombreuses actions menées par le CEREM, les acteurs de la sécurité routière et leurs partenaires. Vous avez pu largement les évoquer ensemble au cours de cette matinée. Ce que je veux dire, c'est que leurs missions sont au cœur du droit à l'autonomie pour les personnes handicapées. Ce n'est pas pour rien que le CEREM est reconnu Centre d'expertise nationale mobilité par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Il est également important, et je m'en félicite, que tous ces travaux soient conduits au sein du pôle de compétitivité, Moveo, qui place la recherche, qui place la mise au point de nouveaux matériels, de nouvelles technologies d'adaptation des véhicules au cœur de son activité. Mais si l'on déroule, mesdames et messieurs, le fil de la pelote, si vous me permettez cette expression, l'accès à l'automobile, c'est aussi pouvoir accueillir facilement un passager handicapé, ou bien encore installer dans de parfaites conditions de sécurité son enfant porteur de handicap,
comme le font tous les parents, dans toutes les voitures dans notre pays. Pouvoir se déplacer librement avec sa famille, quel que soit au bout du compte l'avis des enfants sur la conduite de l'un ou l'autre des parents. C'est évidemment cet objectif vers lequel nous tendons, d'une société inclusive dans laquelle le handicap ne constitue plus cet empêchement à participer pleinement en fonction de son projet, mais aussi en fonction de ses choix. Ce vivre ensemble, c'est toute l'ambition, c'est tout l'esprit de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui, vous le savez, est un texte auquel je suis particulièrement attachée. Cette loi porte en effet, je le crois, parce qu'elle a été co-construite, si je puis dire, avec les associations, en prenant en compte le point de vue des personnes handicapées, en essayant de conduire notre société française à avancer. C'était en 2005, les choses changent vite, mais à avancer le plus loin possible dans la compréhension de ce qu'est la situation de handicap et dans l'évaluation des efforts à fournir de part et d'autre pour permettre l'inclusion sociale de nos compatriotes handicapés. Cette loi, je le rappelle chaque fois qu'il m'en est donné la chance, est structurée sur un certain nombre de grands principes qui font socle. Le premier d'entre eux, c'est le projet de vie de la personne, qui fait d'elle définitivement l'acteur de sa propre vie, de sa propre trajectoire. C'est la compensation. Ensuite, ce droit nouveau, un peu étrange dans notre système de protection sociale, qui est la garantie de l'égalité des chances parce qu'il part de la situation de la personne et de son intention à s'impliquer dans la vie sociale. C'est l'accessibilité de tout pour tous, évidemment, car c'est le droit commun et c'est le rejet catégorique des discriminations. Et enfin, quatrième principe, celui de la participation. Car rien ne peut être décidé en matière de politique de handicap pour les personnes handicapées sans les personnes handicapées. Je crois que nous pouvons être fiers de ce qui a été fait afin que le projet et la vie de nos compatriotes handicapés se fondent dans le caractère ordinaire de la vie de n'importe lequel de nos compatriotes, handicapés ou pas. Pour autant, nous savons que la route est longue et qu'au-delà de la loi, il faut faire vivre sans cesse l'esprit de la loi. Je le disais il y a un instant, l'esprit de la loi, c'est l'esprit d'une société inclusive qui permette à tous les hommes, au-delà de leurs différences et de leurs capacités, au-delà de leurs habiletés particulières, d'être des acteurs de leur destin et, au bout du compte, de notre destin commun associé véritablement dans une république des solidarités qu'il nous faut consolider. Alors la Conférence nationale du handicap, qui, comme la loi en dispose, tous les 3 ans, remet sur le métier, par le bilan et par les perspectives, l'état de la question, la Conférence nationale du handicap, le 8 juin dernier, a été l'occasion de rappeler ces principes et de faire le point avec les associations, bien sûr, mais au-delà des associations, notre partenaire incontournable, de faire le point aussi avec, si vous me passez l'expression, là encore, la société civile et les pouvoirs publics sur la politique en direction des personnes handicapées, comme prévu donc par le texte. Ce sont 11 de mes collègues du gouvernement qui se sont d'ailleurs mobilisés pour être présents à la conférence nationale du handicap, ce qui était une manière de montrer, pas simplement sous forme de la communication habituelle, mais de l'implication réelle du gouvernement, la mobilisation de tout le gouvernement autour de la politique du handicap. La politique du handicap n'est évidemment certainement pas l'affaire
des deux seuls intéressés dans les périmètres gouvernementaux, j'entends Roselyne Bachot et moi-même, même si toutes les deux nous sommes complètement mobilisés évidemment sur cette politique. Comme le président de la République l'a souligné dans son allocution de clôture, je crois que nous devons convenir les uns et les autres que nous sommes au milieu du gué. La société est devenue plus accessible. Dans certains domaines, c'est flagrant, et dans d'autres, nous le savons, les choses restent compliquées et beaucoup reste à faire. Et c'est pour cela que je veux rappeler ici que le président de la République a fixé un cap extrêmement clair. Ce cap, c'est que tout sera mis en œuvre pour rendre la société accessible à tous dans le respect de l'échéance de 2015 fixée par la loi. Alors c'est un défi. C'est un défi considérable qu'il nous faut relever, celui de l'accessibilité. Nous avons besoin, pour y parvenir, de la mobilisation de l'ensemble de la société, car les progrès dépendent de tous et doivent être partagés. C'est d'autant plus vrai que l'on s'approche considérablement de l'échéance de 2015. Et je sais bien que beaucoup se refusent à croire que c'est possible ou que c'est atteignable. Que d'autres, empêtrés dans une vision un peu technicienne ou un peu trop normative des choses, semblent aujourd'hui vouloir remettre en cause. Je vous le dis ici, car les questions que vous posez m'en donnent la possibilité, tant le domaine de l'automobilité que vous avez largement évoqué est un prototype des avancées possibles, des risques à prendre, des convictions à affirmer pour la pleine citoyenneté de nos compatriotes. Je vous le dis, dans ce contexte-là, pour moi, c'est très clair. Nous tiendrons cet engagement qui a été rappelé par le président de la République. Il faut simplement se donner les moyens, ensemble, de comprendre la signification d'un mot aussi simple que le confort d'usage et la participation sociale qui permettent l'un et l'autre l'accessibilité. À l'heure où cette question semble à beaucoup tellement difficile à appréhender, où qu'il soit, nous prendrons ce sujet évidemment à bras-le-corps, et je veux redire que par l'ensemble des exemples que vous avez mobilisés au cours de cette matinée, vous apportez le témoignage qu'il est possible de faire bouger les lignes et de faire évoluer notre compréhension collective vers de nouveaux horizons, moins empêchés et, pour reprendre cette expression, moins empêtrés. Vous le voyez, mesdames et messieurs, quand les partenariats s'engagent, et vous le savez mieux que quiconque, quand les industriels, quand les associations, quand les pouvoirs publics font le choix d'avancer ensemble pour porter les sujets, celui que vous portez ensemble ce matin et celui que j'évoque en filigrane, qui est la question plus générale de l'accessibilité, alors il est possible de construire les dispositifs innovants, de mettre en place les méthodologies appropriées, que ce soit en amont, dans l'évaluation, et j'entendais avec plaisir évoquer la question de l'évaluation des difficultés cognitives, qui est sans doute particulièrement complexe, particulièrement pointue, et qui permet d'aborder la question encore sous une autre facette. L'ensemble de ces perspectives me confirme donc dans l'objectif que je viens de rappeler et qu'il est particulièrement important d'avoir en tête dans cette deuxième partie de l'année 2011. Cet objectif et cette ambition, vous les portez collectivement. Je m'en réjouis, je vous en félicite. Et c'est la raison pour laquelle j'étais particulièrement heureuse de m'associer à vos travaux par ces mots de clôture. Je vous remercie.